Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Pour cette 23e édition, nous allons revenir sur un nouveau modèle que présente un fabricant mythique de muscle car, décortiquer une innovation dedans, on va dire largement plus de dans 3 ans, qui augmente l'autonomie des voitures électriques sans augmenter la taille des batteries. Et faire un point sur le résultat d'une étude que j'avais partagée il y a quelques temps. Bien entendu, les rubriques habituelles, histoire et concept de la semaine, nous permettront de nous évader un peu de l'actualité. Ou pas d'ailleurs. Enfin, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, et en particulier après le générique de fin, où j'aurai un petit message à vous faire passer. Comme toujours, si l'un de ces sujets vous intéresse, le chapitrage est à votre disposition dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal! Pour commencer cette édition, je vais passer la parole à une personne qui est abonnée au Choucroute Garage, qui est propriétaire de Tesla, et qui est vraiment très talentueuse. Et très sincèrement, sa chaîne est très intéressante. D'autant plus que la qualité de son travail fait que aujourd'hui, je suis un peu déçu de voir l'audience qu'il a. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous la partager. Eddy, c'est à toi. Salut la communauté du Choucroute Garage, moi c'est Eddy. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement Didier de m'avoir offert l'opportunité de faire cette petite capsule dans ses vidéos. Franchement, je suis très honoré de pouvoir me présenter à vous. Comme beaucoup d'entre vous ici, je suis passionné d'automobile, de nouvelles technologies et j'ai un intérêt pour les transitions énergétiques. C'est ce qui m'amène à faire des vidéos sur ma chaîne, notamment ce road trip en Italie avec ma Tesla Model 3, ou encore ce reportage lorsque j'ai découvert l'automobile en Suède qui est complètement incroyable. Et pour un départ au ski, j'ai dû adapter mon top case pour qu'il soit compatible avec la galerie de la Model 3. Sur ma chaîne Customizer, vous pourrez découvrir pas mal de DIY, pas mal de bricolage, des petites astuces, comme du IKEA hack pour transformer des meubles et les adapter à ses besoins, des idées pour recycler et personnaliser des objets du quotidien, des fabrications à base de palettes recyclées comme mon composteur ou mon abri à bois. L'idée sur ma chaîne, c'est de mélanger créativité, de la récupération, tout en proposant des astuces simples que vous pourriez réaliser chez vous. Ce que j'aime dans la communauté de Didier, c'est cette passion pour les belles mécaniques et les idées innovantes, et certainement comme vous, je ne rate jamais une vidéo du Choucroute Garage. Encore merci Didier pour m'avoir offert cette opportunité, merci à vous de m'avoir écouté. Si la curiosité vous pique et que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en notant que vous venez du Choucroute Garage. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt sur Customizer. Voilà, vous savez ce qu'il en est et je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Après, vous reverrez Eddy bientôt dans un live du Choucroute Garage sur un sujet extrêmement intéressant qui va arriver début de l'année prochaine. Sachez une chose, c'est qu'Eddy a beaucoup d'autres cordes à son arc que le simple bricolage ou le customizing. Vous allez voir, ce sera super intéressant. Bien, maintenant, passons au sujet du jour. Début décembre 2024, une nouvelle étonnante a fait son apparition sur les fils d'actualité. Une start-up coréenne aurait trouvé un moyen d'augmenter de 10% l'autonomie des voitures électriques en réduisant certaines pertes liées au passage du courant dans les câbles à haute tension reliant l'électronique de puissance et le moteur. Voyons comment cela doit fonctionner. Un onduleur ou inverteur transforme le courant continu en courant alternatif triphasé pour alimenter le moteur. Ce courant alternatif est ensuite acheminé vers le moteur pour délivrer un travail mécanique. Or, dans tous les systèmes mécaniques, électriques ou électroniques, il y a des pertes chaque fois qu'on effectue une transformation de l'énergie. L'inverteur chauffe les câbles aussi et le moteur est bien pareil. Or, pour ceux qui suivent régulièrement le Choucroute Garage, vous savez ce que chaleur veut dire. Cela signifie perte de rendement. La petite start-up coréenne Deogam a décidé de s'attaquer au problème des pertes dans les câbles situés entre l'inverteur et le moteur. Selon l'entreprise, ce sont 18% de pertes électromagnétiques qui interviennent dans ces éléments. On reparlera un peu plus loin de ce chiffre. On va déjà vérifier le principe physique. Pour ceux qui connaissent un peu l'électricité, on parle ici de courant de Foucault. Lorsqu'un courant traverse un conducteur, il induit un champ électromagnétique.
Celui-ci provoque une réaction du milieu et donc un champ électromagnétique inverse qui provoque une résistance. L'énergie ne disparaît pas, elle est convertie en chaleur. C'est ce qui fait chauffer les câbles. Pour récupérer une partie de l'énergie, Deogam propose de mettre une bobine dans le circuit afin de faire comme avec un chargeur à induction finalement. Le courant ainsi récupéré peut être réinjecté dans le système pour augmenter, selon eux, l'autonomie du véhicule de plus de 10%. Mais ça, c'est pour les assertions du vendeur de rêve. Maintenant, voyons la réalité. On va commencer par le début, l'inverter. Pour qu'un moteur électrique moderne fonctionne bien, il faut que l'inverter soit bien calibré. Les formes d'ondes générées par cette pièce doivent être précisément calculées pour tirer le maximum du moteur qui est au bout du câble. On ne hache pas le courant de la même manière pour un moteur à induction, pour un moteur à rotor bobiné ou pour un moteur à aimant permanent. Or, les courants de Foucault présents dans tout le système influent sur la forme des courbes de tension et l'inverteur est conçu pour être adapté à cela. Ce qu'il génère tient compte des pertes. Changer le moteur ou même la longueur des câbles et plus rien ne va. Les courbes de l'inverteur ne sont plus adaptées au reste du système. Dans un tel cas, le rendement sera moindre qu'avec la configuration où l'inverteur est parfaitement adapté au reste du système. Bien sûr, l'inverteur s'adapte de façon permanente au système en fonction de conditions d'utilisation ou de la charge demandée au moteur. Mais cette capacité reste relativement limitée. Or, un système comme le Deogam EnerShift est composé de bobines réceptrices, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme un chargeur à induction. En prélevant du courant grâce au champ magnétique induit, il perturbe forcément les courbes de courant et donc le fonctionnement de l'inverteur. Cela va créer des harmoniques de fréquences différentes de celles prévues par le concepteur du système, et donc le rendement du moteur en sera affecté, provoquant des pertes qui n'étaient pas là avant. Autre point, les pertes électromagnétiques dans les câbles reliant le moteur et l'inverteur. Les mesures sur des systèmes complets modernes, à savoir batterie, inverteur, câble et moteur, donnent des rendements de 75 à 85% en fonction du type de moteur et d'inverteur. La majorité des pertes se font dans l'inverteur lui-même et dans le moteur. C'est pour cela qu'ils sont généralement tous les deux refroidis par eau ou par huile. Les câbles chauffent aussi, mais dans une moindre mesure. Cela démontre bien que la majorité des pertes se déroulent dans l'inverteur et dans le moteur, pas dans les câbles. On a donc un problème car si les câbles représentaient réellement 18% de pertes, les mesures faites sur les systèmes complets seraient invalidées. D'un autre côté, si on évalue à 18% la part des câbles dans l'ensemble des pertes, eh bien cela ne représente plus qu'une valeur de perte réelle de 1,53 à 1,85% du total. Ça change la donne quand même, hein. En supposant que le rendement des bobines Deogam soit de 90% et qu'on réinjecte le courant par l'intermédiaire d'un convertisseur AC-DC au rendement de 90% aussi, car oui, réinjecter directement le courant alternatif dans les câbles pour aller vers le moteur perturberait complètement son fonctionnement. Et donc, il faut réinjecter avant l'inverter, c'est-à-dire en courant continu. On arrive donc à une valeur de récupération de 1,24 à 1,49%, sans compter les perturbations qui réduisent le rendement global. Mais alors, comment la startup pense-t-elle s'en sortir pour démontrer que son procédé fonctionne ? Eh bien, en faisant un petit tour de passe-passe. La boîte noire mystérieuse de la startup ne prélève pas que des pertes, mais bien de l'énergie qui manque au moteur. De l'énergie utile. On aura donc bien 10% de récupération d'énergie, mais sur ces 10%, eh bien, la grande majorité, c'est de l'énergie utile qui aurait été dans le moteur. Le dispositif vampirise le circuit électrique tout en restituant une partie de ce qu'il prend. Le reste est perdu en chaleur, donc en perte de rendement. En faisant des mesures de courant sur le boîtier, on voit donc que du courant arrive bien. Mais si on s'arrête là, il est aisé de croire que cela fonctionne. En revanche, si on réalise le bilan complet du système comprenant la batterie, l'inverteur, le moteur et le boîtier magique, on réalise bien vite que son rendement sera plus faible que celui du même système sans le boîtier. Il existe une autre manière de faire les choses pour faire croire que le système fonctionne. Réaliser des tests dans la vraie vie. Deogam a donc passé un accord pour tester le système sur les taxis d'une compagnie coréenne, Cocoa Mobility. Pourtant, là aussi, il est possible de biaiser les résultats. Les chauffeurs sont parfaitement au courant du test, et comme pour les arnaques du style des systèmes Pantone ou Ecopra et autres HHO,
Je vous mets la vidéo dans les fiches qui a déjà fait pas mal de buzz sur Internet. Le comportement modifié du conducteur donnera forcément un résultat positif, au moins partiellement. Pour régler ce problème, il suffirait de faire des tests de fonctionnement sur un banc d'essai, non soumis aux limitations d'un conducteur humain. Mais pour valider ce test dans la vraie vie, il faudrait procéder avec un système de double aveugle. Il faudrait équiper les véhicules aléatoirement. On placerait le vrai boîtier, donc totalement équipé de ces systèmes dans certaines autos, et un faux boîtier qui ne sert à rien dans d'autres. Il faudrait alors que ni les techniciens, ni les chauffeurs, ni les expérimentateurs ne sachent dans quels véhicules sont placés les vrais boîtiers. Tous les chauffeurs seraient informés à voir le vrai boîtier dans leur auto. On aurait ainsi deux mesures, celle de l'efficacité réelle du système et celle de l'influence du comportement des chauffeurs dans le véhicule sur les consommations. Au final, le game changer Deogam EnerShift est au mieux un système au gain ridicule et au pire une arnaque sciemment organisée pour lever des fonds. Les nombreux certificats au bas de la page de présentation le démontrent bien car ils n'ont strictement rien à voir avec le système présenté. Ils sont juste des certificats de compétences des personnels dans l'entreprise en ce qui concerne la formation aux normes ISO et autres. Aucun de ces certificats n'a mesuré l'efficacité du système. On retrouve le procédé dans pas mal d'arnaques qui mettent en avant des certificats qui n'ont rien à voir avec les performances du produit. Mais bien entendu sans le dire ouvertement. On laisse le lecteur penser ce qu'il veut. Enfin, ce qu'on veut lui faire penser. Au final, que penser de cette innovation ? Si on fait abstraction du fait que l'engin est présenté quasi uniquement dans des publications coutumières de la présentation de machines à énergie libre, de générateurs magnétiques à ondes d'intelligence artificielle et autres convertisseurs surnuméraires au rendement supérieur à 1, une simple connaissance des principes physiques et un peu de bon sens permettent de ne pas tomber dans le panneau de procédés complètement pétés, comme le Deogam EnerShift. Le risque, par contre, ne vient pas des élucubrations des plus expressifs des représentants de cette véritable industrie du mensonge, mais bien de ceux qui se basent sur des explications plausibles en exagérant les résultats. Oui, on peut récupérer de l'énergie grâce à un système de bobines, mais cela perturbe tout l'ensemble au point de faire perdre plus qu'on ne récupère. Si c'était aussi simple que cela, les fabricants de moteurs auraient déjà investi dans le domaine. Et quoi qu'en pensent les inventeurs de poudre de perlimpinpin, les gens sérieux ont sûrement déjà pensé à ce type de procédé et l'ont écarté pour de bonnes raisons. À ne pas suivre avec grande attention, pas plus dans 3 ans que plus tard. Un grand merci à Bertrand de m'avoir transmis le sujet. J'avais parlé il y a quelques semaines d'une auto qui m'avait bien plu, la Dodge Charger Daytona électrique. Sur le papier, c'était une auto qui semblait vouloir faire le job pour offrir une expérience fun dans un monde de plus en plus aseptisé. Eh bien, l'auto a été dévoilée lors d'essais presse et les commentaires sont unanimes. La voiture est extrêmement décevante. Je ne vais pas ici vous faire une revue des vidéos de mes collègues américains. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos de Throttle House ou de Gibbs, mais celle qui devrait attirer votre attention est celle de Kyle Connor d'Out of Specs Reviews. Si tous ont pointé des problèmes graves dans la gestion de la propulsion électrique, comme le moteur avant trop puissant pour passer la puissance au sol, une conduite extrêmement brusque ou des performances indigentes pour le prix, Kyle est allé plus loin en échangeant avec les exécutifs de Dodge présents à l'événement presse. Et là, on comprend énormément de choses. Je précise que le CEO ainsi qu'une partie de l'équipe technique ayant créé cette auto étaient présents, même si Kyle n'a pas donné de nom. C'est légitime pour protéger ses sources. Le but n'est pas ici de stigmatiser des personnes, mais bien de faire avancer les choses. Lorsque Kyle tente de savoir à quel ampérage la voiture se charge en courant alternatif, il se heurte à un vide. Personne n'est capable de lui dire quelles sont les caractéristiques de charge en dehors du chiffre marketing de 200 kW. Les ingénieurs ne semblent tout simplement pas connaître la différence entre une charge rapide en courant continu et une charge domestique en courant alternatif. S'ils avaient réellement conçu cette auto, ils le sauraient. Lorsque Kyle demande si la voiture a le plug and charge, on lui répond que oui. Avant d'ajouter, on branche la voiture et on déclenche la charge sur l'application. Ah! Ça, c'est de la recharge classique. Et en plus, de quelle application parle-t-on? Celle de la voiture ou bien celle de la borne? Le plug and charge, c'est bien autre chose. On branche la voiture
et celle-ci se connecte automatiquement sur le compte du client et se met à charger sans aucune autre intervention. Tesla, Mercedes ou même maintenant Renault le permettent sur plusieurs réseaux. Kyle continue alors et déplore l'absence d'un planificateur d'itinéraire sur l'auto. Le cadre de Dodge lui répond que si, elle l'a. Ah bon, s'étonne Kyle? Oui, il suffit de chercher une borne sur le GPS et la voiture vous y emmène. Voilà la réponse qu'il a eue. C'est juste lunaire. Au-delà des réponses sur des sujets spécifiques, il est juste scandaleux de constater la totale méconnaissance de la voiture électrique au sein des équipes techniques et dirigeantes de Dodge. On commence à comprendre le pourquoi de la désaffection de la clientèle pour les produits Stellantis et la médiocrité des produits électriques de ce groupe. Mais attendez, il y a plus. Lorsque Kyle et ses collègues ont fait part de leur critique de la voiture, les responsables de la marque ont juste dit et répété « Attendez la version thermique, vous verrez, elle sera formidable !» Ils n'ont même pas parlé de la L4 électrique à venir avec ses plus de 800 chevaux. Non, ils ont mis en avant un pauvre 6 cylindres en ligne turbo qui ne satisfera jamais un passionné de muscle car. Jamais. Et croyez-moi, de ce côté, j'en connais un rayon. Pour avoir eu une Corvette, une Camaro et posséder encore aujourd'hui une Plymouth Roadrunner 1971, aucune de ces voitures ne serait désirable sans les gros V8 qui font tout leur caractère. Et cela va bien plus loin que le simple son. Ok, la Dodge a un échappement simulé qui permet de déranger ses voisins ou d'attirer l'attention dans la rue. Mais ce qui faisait le charme de ces autos, c'était le couple des V8 à bas régime. Mettez le pied au plancher et vous sentiez une énorme main géante vous pousser dans le dos. C'est ça le muscle dont on parle dans une muscle car. Bien réalisé, la Charger électrique aurait pu faire revivre tout ça, avec en plus le plaisir du son sur circuit. Et pas pour flatter l'ego de son propriétaire. Afin d'amplifier les sensations. Encore une fois, avec sa politique de segmentation des services et de l'externalisation à outrance, une auto qui aurait pu être un objet passionnant devient, comme on dit dans Cyberpunk 2077, un étron arrosé de parfum. Sur le papier, Stellantis donnait envie, mais sitôt qu'on y regarde de plus près, on constate que c'est juste une façade avec un assemblage hasardeux derrière. Bon, next. Maintenant que Ford nous a déçus avec une Mustang qui n'est pas une Mustang, que Dodge a littéralement raté sa Charger, espérons que GM sauvera la légende en sortant une Camaro électrique digne de ce nom. Mais là non plus, c'est pas gagné vu les rumeurs. On entend souvent dans la bouche des anti-VE que la majorité des clients utilisant des voitures électriques songent à revenir au thermique. Il est facile de dire cela puisque si les études montraient le contraire, elles avaient été réalisées à petite échelle. J'en avais parlé il y a quelques temps dans un épisode du JMT, Global EV Alliance avait lancé une grande consultation mondiale sur ce sujet, et bien d'autres. Et on a les premiers résultats. 92%, c'est le chiffre des propriétaires de voitures électriques qui n'envisagent pas de revenir à une autre énergie pour leur auto. Dans les 8% restants, on distingue 3 retours en arrière possibles. Seul 1% des sondés songent à revenir à l'essence ou au diesel, tandis que 4% se reportent sur les hybrides rechargeables. Contrairement aux sondages bidons qu'on peut faire en micro-trottoir avec un échantillon limité, je vous invite à aller voir une vidéo du chat sceptique à ce sujet. Geva a obtenu plus de 23 000 réponses du monde entier. Au-delà du simple chiffre qu'on a évoqué plus tôt, plusieurs notions ont émergé. Certaines sont évidentes et d'autres plus surprenantes. Pour les évidentes, c'est surtout du côté des préoccupations sur la recharge qu'on les trouve. Le réseau de charge est une préoccupation majeure, avec en plus la disponibilité ou le maillage des bornes. Toutefois, la plus grande inquiétude est liée à la fiabilité de celle-ci. Avec les subventions et autres aides, de nombreux acteurs opportunistes sont arrivés et n'ont pas fait totalement le job. S'ils ont installé les bornes, la maintenance est bien trop souvent oubliée. De nombreuses bornes sont juste hors d'usage et le resteront. C'est un peu moins vrai en France, mais au niveau mondial, cela pose un gros problème. Au rayon des surprises, la plus importante, en tout cas pour les néophytes, vient de la cause d'achat d'une voiture électrique. Si le climat est bien souvent cité par le client, c'est bien le coût qui les attire. Avec des entretiens réduits et un coût de carburant largement inférieur aux produits pétroliers, l'investissement de départ est amorti rapidement. C'est donc logiquement le porte-monnaie qui est la raison majeure du passage à l'électrique dans les réponses. Au final, ceux qui voudraient faire croire à l'impasse de la voiture électrique en sont pour leurs frais.
Entre l'industrie qui monte en puissance pour les matériaux, les technologies et les moyens de production, les gouvernements qui, s'ils ne peuvent plus subventionner la transition, trouvent de nouvelles voies pour privilégier la voie de l'électrique plutôt que de continuer à engraisser l'industrie du pétrole en la soutenant à bout de bras, et maintenant les clients satisfaits d'avoir adopté la voiture électrique, l'avenir sera bien aux batteries et aux moteurs électriques. Reste que notre mobilité risque de changer bien plus que ne le suggère le simple switch d'énergie. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode du Choucroute Garage, consacré aux usages des automobiles de demain. S'il est bien un domaine où on pense que la mobilité électrique est appropriée, c'est la ville. Petite vitesse, peu de distance parcourue au quotidien et de nombreux arrêts ou relances ont permis à certains usages de profiter de la traction électrique dès le début du XXe siècle. Cette histoire commence au début du XXe siècle. La mobilité des années d'avant-guerre était partagée entre moteur à vapeur, électricité, et le tout nouveau moteur à combustion interne. La Première Guerre mondiale fut aussi une leçon pour les politiques. L'usage du pétrole, denrée rare sur notre sol, n'était pas sans poser des problèmes de souveraineté nationale. Ainsi, pour tous les usages urbains, la propulsion électrique s'est développée avec l'assentiment du gouvernement. Si je parle parfois des services de livraison ou des taxis d'antan, il est un autre usage où l'électricité s'est fait une belle place, le ramassage des ordures. Alors qu'encore aujourd'hui, certains mettent en doute la pertinence des batteries face à des camions poubelles diesel consommant plus de 100 litres au 100 pour cet usage particulier, les anciens avaient déjà démontré qu'on pouvait faire bien mieux. C'est en décembre 1927 qu'une petite entreprise de la région lyonnaise commence à faire parler d'elle. La Sauvel, ou Société des véhicules électriques, fait rouler dans les rues de Villeurbanne un camion poubelle bien silencieux. De nombreuses municipalités ne tardent pas à se montrer intéressées car les camions Sauvel avaient de sacrés avantages. Silencieux, ils réduisaient les nuisances pour les habitants. Économes, ils ne nécessitaient que peu d'entretien et se rechargeaient au dépôt après la tournée de collecte. C'est ainsi que Paris, Lyon, Bordeaux et bien d'autres agglomérations se sont dotées de ces BOM, pour bennes à ordures ménagères, de chez Sauvel, jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et bien leur en a pris. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ramassages d'ordures dans les villes qui n'avaient pas de camions poubelles électriques se faisaient exclusivement à la main. Mais il faut bien dire que techniquement, on était loin de la science de fusée, hein. Entre 2 et 3 tonnes et demie de batterie plomb acide offrait une autonomie réduite mais suffisante à une journée de travail, en alimentant le véhicule mais aussi les mécanismes compacteurs de la benne. Ne dépassant pas les 40-45 km/h avec leur moteur compas alimenté en 90 volts, ils faisaient l'affaire pour ce qu'on leur en demandait, à savoir des tournées de 40, 50, 60 km par jour. De 3 à 17 tonnes, les camions Sauvel se vendaient extrêmement bien lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Le régime de Vichy interdit la construction de véhicules, et Sauvel est alors en difficulté. Pourtant, le parc de véhicules étant important, l'entreprise passe le cap de la guerre grâce à l'entretien et la modernisation des véhicules existants. Après la libération, Sauvel reprend ses activités, et ce sont plus de 300 véhicules qui sortent des ateliers de Villeurbanne en 1946. C'est moins de la moitié des ventes d'avant-guerre, mais l'entreprise se relève. L'ère de l'électricité arrive pourtant à son terme, et Sauvel voit ses ventes décroître. En 1960, seule une dizaine de camions sont produits. L'entreprise tiendra jusqu'en 1977, grâce à la remise à niveau du parc, mais finit par fermer ses portes. C'est dans la deuxième moitié des années 80 que les derniers camions poubelles Sauvel sont réformés. Et pour certains, cela tourne la page de 60 années d'utilisation, puisque certains des tout premiers camions étaient encore en service. Au cours de ces décennies d'usage, carrosserie, équipements techniques et bennes sont modifiés ou changés, mais d'un point de vue électrique, ils étaient toujours identiques à ce qu'ils étaient en 1928. Les batteries ont suivi les évolutions technologiques au gré des remplacements périodiques, tout comme les connectiques, mais énormément de pièces comme les moteurs et autres réducteurs ont assuré un fonctionnement sans faille pendant tout ce temps. S'il fallait prouver la durabilité d'un véhicule électrique, là, on en a une belle illustration. Après un intermède diesel dicté par des considérations politiques et mercantiles, les BOM d'aujourd'hui reviennent à l'électricité. Et ce n'est pas une nouveauté, contrairement à ce que clament certains médias grand public. Espérons que l'aventure Sauvel soit une bonne source d'inspiration pour motiver nos constructeurs nationaux à redevenir ce qu'ils étaient en 1928. Des innovateurs au service de leurs clients.
Pour notre concept du jour, nous n'allons pas nous focaliser sur une auto toute récente, mais sur un concept vieux, désormais de plus de 5 ans. Pourquoi ? Eh bien pour voir ce qu'elle promettait et surtout pourquoi son constructeur a réellement raté un truc avec elle. Aston Martin. Voilà un nom qui sonne bien pour les passionnés d'automobile. On se rappelle bien les envolées lyriques des moteurs de la marque, les épisodes fascinants de Top Gear où Jeremy Clarkson ou James May sublimaient ces monstres avec des images magiques. On se rappelle aussi l'épisode avec une Aston au Pays de Galles qui se concluait tristement par cette phrase de Clarkson « C'est la fin, cette auto est la dernière de son espèce, il n'y en aura plus jamais des comme ça ». Il voulait dire que les autos du futur ne seraient pas fun, que les supercars seraient aseptisés ou pire, électriques. Mais bon, c'est du Clarkson avec sa mauvaise foi et son franc-parler. Un peu scénarisé d'ailleurs pour faire de l'audience, c'est le putaclisme avant l'heure, mais aussi l'expression d'un Clarkson profondément anti-électrique et anti-progrès. Or, il faut bien dire que ce point de vue n'était guère partagé par les constructeurs et pas mal de clients. Entre Rimac, Tesla et autres lucides, mais aussi tous les concept cars électriques qui fleurissent partout, l'électricité permet des performances encore plus ébouriffantes tout en promettant des usages bien plus agréables. Cela, Aston Martin l'avait bien compris dès le milieu des années 2010. 2 lignes de conduite sont alors mises en place. La première est d'électrifier un modèle existant avec la Rapide E, dont nous avons parlé dans un ancien JMT. Là, Aston ne prenait pas ses clients à contre-courant, et en plus se dotait d'une architecture mécanique électrique plutôt convaincante pour l'époque. D'un autre côté, Aston Martin, c'est aussi de l'innovation. Ok, c'est guère visible dans une DBS ou une Vanquish, qui sont par excellence des voitures à la tradition bien ancrée. Mais ce serait oublier la Lagonda, qui, si elle n'a pas été un grand succès en vente, a marqué son époque. Premier tableau de bord 100% électronique de série, voire même à écran pour la seconde version. Ces formes heurtées coupées à la serpe, mais élancées tout de même, détonnaient dans un univers automobile des années 80 où les rondeurs avaient fait leur apparition. Eh bien, c'est cette inspiration qui a conduit Aston Martin à créer la Lagonda Vision Concept en 2018. Berline fastback au profil élancé, la voiture se voulait électrique, mais aussi autonome. On retrouve déjà tout ce qui fait l'essence des concepts actuels, que ce soit chez Honda, Lotus, Cadillac et bien d'autres. Pourtant, aussi intéressante soit-elle, ce n'est pas elle dont nous allons parler aujourd'hui, mais bien d'une évolution de cette berline sous la forme d'un SUV de grand luxe, la Lagonda All Terrain. Longue mais élancée, imposante mais dynamique, simple mais luxueuse, cette machine était parfaitement dans l'air du temps. Et le serait encore plus aujourd'hui. Ses portes antagonistes sont saisissantes, mais surtout donnent accès à un espace intérieur immense, permis par l'architecture électrique. On était loin de la Rapide E et de son cocon luxueux, certes, mais étriqué. Polyvalente, valorisante et teasant les capacités de conduite autonome, la Lagonda All Terrain aurait pu faire une belle carrière. Mais Aston Martin a été repris par des gens comme Jeremy Clarkson. Les projets comme la Rapide E ou l'exploration que permettaient les Lagonda ont fini à la poubelle. Tandis que Tesla vendait des modèles X à tour de bras, qu'Audi entrait dans le monde de l'électrique avec l'e-tron, ou que Lucid présentait une auto dont certains aspects rappellent furieusement l'Aston Martin. Oui, Aston Martin aurait pu se sortir de ses problèmes financiers avec les Lagonda à l'époque. Oui, la technologie électrique était prête à y trouver une place dans une marque où les ventes n'ont jamais dépassé quelques milliers d'autos par an. Avec les Lagonda électriques, Aston Martin aurait pu secouer le monde du luxe en prenant de l'avance sur tout le monde, tout en s'assurant un avenir. Cet avenir est aujourd'hui en berne et ne permet plus à la marque d'avoir son propre système électrique. C'est Lucid, encore eux, qui fournira les futurs Aston électriques. Mais par contre, je dois dire que c'est un choix qui semble plutôt judicieux vu la technologie développée par l'américain. Mais quand verrons-nous cette voiture ? La liquidation annoncée le mois dernier du partenaire batterie d'Aston Martin, à savoir British Volt, ne laisse augurer rien de bon. En 2022, Aston Martin clamait vouloir démarrer la production d'une sportive électrique dès 2025. On va donc très bientôt voir si la promesse est tenue. Mais même si c'est le cas, ce sera toujours plusieurs années après avoir raté le coche avec de mauvaises décisions au début des années 2020. À suivre assurément par contre cette fois. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il y aura une petite séquence après le générique. En tout cas, si cet épisode vous a plu, petit pouce, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup et ça ne vous coûte rien. Et puis, on se retrouve mercredi pour le JMT spécial Noël,
qui sera la dernière vidéo de l'année. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. C'est bon, ça tourne? Bon. Voilà. Ce sont les derniers moments du studio dans la maison du Choucroute Garage. Et ça fait 5 ans que je travaille dans la maison et ça arrive désormais à son terme. Lorsque je vais éteindre ces projecteurs, eh bien, ce sera la dernière fois que ça se fera ici. Et on se retrouve très bientôt dans le nouveau Choucroute Garage dont je vous mets quelques images.